Donc ce matin, pour le soliflare, toujours une quinzaine de minutes maximum, eh bien, je vous emmène cette fois-ci vers une œuvre pour le coup ultra célèbre et une œuvre que vous connaîtrez tous, j'en suis convaincue, mais qui m'a donné envie d'en parler ce matin. C'est comme ça que je vous emmène tout simplement à Vienne pour vous parler du baiser de Klimt. Alors oui, je sais, celle-ci, elle est ultra connue. Il est quand même assez difficile d'imaginer que quelqu'un ne l'ait jamais vue, tant cette œuvre a été reproduite un nombre de fois tout à fait incalculable. Cependant, je voulais vous en parler et puis on va commencer comme je le fais toujours, c'est-à-dire par une description pure et simple. Alors d'abord, c'est un panneau qui est carré. C'est une huile sur toile, hein, c'est une peinture. Et Gustav Klimt a créé une œuvre qui est taille réelle, dans laquelle, puisqu'elle fait 1,80 m, dans laquelle on voit deux personnages enlacés, un homme et une femme, l'homme portant un baiser sur la joue de la femme. Vous remarquerez que on ne voit absolument rien du visage de l'homme, on voit simplement le haut de sa tête couronné de lauriers, tandis que l'on voit le visage entier de la femme totalement abandonné dans le délice de ce baiser. Et on voit les bras de cette femme qui enlacent le cou, qui tiennent la main de son compagnon. Mais on voit aussi ses jambes repliées et on constate qu'elle est donc accroupie. Tandis que l'impression générale est celle que l'homme est plus grand que la femme. En vérité, il ne l'est pas. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est, elle, agenouillée devant lui, et donc si elle devait se lever, elle serait plus grande que l'homme qui l'embrasse. Ils portent chacun une robe jaune, qui est dotée de décorations différentes pour l'homme et la femme. J'y reviendrai. Des cercles pour la femme, des rectangles noirs, gris et blancs pour l'homme. Et tous deux se trouvent sur un massif floral. Et l'arrière-plan, c'est un fond d'or, ni plus ni moins. Si l'on avance, eh bien, on constate que Klimt a créé cette œuvre en 1908, c'est-à-dire à un moment où il a des doutes sur sa carrière, non pas parce qu'il doute de son travail, hein, non, pas du tout. Ces doutes, c'est qu'il y a eu des critiques très virulentes concernant un travail qui a malheureusement disparu. C'est pour cette raison que je vous en donne une image en noir et blanc. Ici, il s'agit de l'un des 3 panneaux qu'il a réalisé, puisqu'il a représenté la médecine que vous voyez ici, la philosophie et la jurisprudence pour le plafond de l'université de Vienne. Or, ces 3 œuvres ont été décriées à cause de la lascivité et de l'érotisme latent du travail de Klimt. C'est quelque chose qui est vraiment primordial hein, dans son travail, bien évidemment. L'ensemble, malheureusement, a brûlé, puisque les nazis ont mis le feu à l'université et ont détruit les œuvres intérieures, à l'intérieur évidemment, de ce travail. Donc Klimt, qui est à l'origine de la sécession viennoise, c'est-à-dire ce mouvement artistique qui s'intègre à un mouvement européen beaucoup plus large, que l'on va appeler l'Art Nouveau en France, qu'on appelle Arts and Crafts en Angleterre, veut réconcilier les beaux-arts et les arts graphiques, les arts, on va dire l'artisanat d'une manière générale. Donc il a créé cette sécession, il en est à la tête, et en 1908, il commence à s'en détacher progressivement parce qu'il ne supporte plus ces critiques. Il n'empêche qu'il va répondre en créant le baiser, donc l'œuvre dont nous parlons, et évidemment je reviendrai. Alors ce baiser, qui est-ce qu'il représente? Eh bien il peut représenter tout simplement Gustav Klimt, que vous voyez ici, et sa compagne au long cours, Émilie Flügge, qui est une styliste viennoise, elle aussi. Donc vous les voyez l'un comme l'autre ici dans une barque
sur l'Attersee, qui est un lac qu'affectionnait particulièrement Klimt. Vous constaterez qu'ils portent tous deux des robes très larges, hein, car en fait Klimt porte une robe. Émilie et sa compagne, mais ils ont en fait une manière de vivre qui est, on va dire, libre, c'est-à-dire que l'un comme l'autre peuvent avoir d'autres amours. Et Klimt, qui est en fait, on pourrait dire, un vieux garçon, il ne s'est jamais marié. Il a vécu toute sa vie avec sa mère et ses sœurs, dans le même appartement, avec les chats. Il n'empêche que c'est un homme à femme. Et qu'en plus d'Émilie, eh bien, il a eu de très nombreuses conquêtes, dont sont résultés 14 enfants illégitimes. C'est quand même pas rien. Mais on pense que vraiment, dans le baiser, c'est Émilie qui le représente. D'ailleurs, vous aurez remarqué que l'un comme l'autre des personnages portait une robe. Hein, donc, c'est véritablement une source qui nous indique qu'il s'agirait de Klimt lui-même et Flog. Je précise par ailleurs que Émilie était en fait la belle-sœur de Klimt, puisque la sœur d'Émilie avait épousé le frère de Klimt. Ça peut peut-être expliquer pourquoi ils ne se sont pas mariés. Quoi qu'il en soit, le baiser appartient à un mouvement, à une période dans l'œuvre de Klimt que l'on appelle la période d'or ou dorée. Je vous en donne un autre exemple ici, hein, où vraiment l'utilisation de la dorure est tout à fait développée à son paroxysme, hein, puisqu'il s'agit du portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Je ne refais pas l'histoire de ce tableau. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail de l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que ça implique, cet arrière-plan? Eh bien, ça implique tout simplement l'idée de l'éternité. Je vous rappelle que dans les œuvres d'art chrétiennes, par exemple, le fond d'or indique que l'on n'est pas dans l'univers terrestre, hein, mais bien dans le monde divin, et que cette vocation d'éternité est représentée de cette manière-là. Klimt travaille l'or, mais il ne le travaille pas à la manière d'un peintre, il le travaille à la manière d'un orfèvre, car précisément son père était orfèvre, il était maître orfèvre, et Klimt a donc créé un atelier de beaux-arts et d'orfèvrerie avec son frère Ernst. Donc c'est vraiment un savoir-faire transmis de manière familiale, hein, par le père de Klimt. Il se réfère aussi aux icônes byzantines énormément lorsqu'il travaille le doré dans son œuvre d'art. Enfin, avant de revenir au baiser lui-même, qui va m'occuper un long moment, deux petites incartades dans l'histoire de l'art et dans ce motif, ce thème extrêmement développé dans la peinture symboliste, qu'est le baiser, hein, donc le lien amoureux, oui, vraiment, le contact charnel, que vous trouvez plus développé ici auprès de Egon Schiele, qui est le disciple absolu de Klimt. Hein, l'un et l'autre se rencontrent à Vienne. Je vous précise d'ailleurs que Klimt a 17 ans lorsqu'il rencontre Klimt et que Schiele, pardon, a 17 ans lorsqu'il rencontre Klimt et que Klimt en a 45. Et ils sont émerveillés l'un par l'autre. Et si on a tendance à voir un caractère beaucoup plus érotique dans le travail de Schiele, ici ce baiser vous le montre, hein, c'est vraiment beaucoup moins tendre et éthéré finalement que le baiser de Klimt. Eh bien en fait Klimt a aussi produit de très nombreuses œuvres érotiques. C'est simplement que l'érotisme de Klimt est moins clairement visible et saute moins au visage du spectateur. Donc voilà pour ceci. Par ailleurs, la touche tourmentée, hein, vraiment le travail tourmenté de Schiele renvoie, c'est du symbolisme, hein, mais ça renvoie énormément finalement à l'expressionnisme. Et petite touche simplement un peu plus contemporaine, le baiser de Brancusi, évidemment, qui est un peu plus tardif, vous le voyez, et dans lequel Brancusi va tout simplement
dans ce bloc de pierre, presque à peine séparés, les deux personnages, hein, dont vous le voyez, les lèvres sont collées, mais même les yeux, en fait, ils ne forment qu'un, tant ils sont enlacés. Revenons donc à l'œuvre qui nous intéresse, le baiser de Klimt. Alors, il y a plusieurs éléments. Et là, puisqu'on a affaire à une œuvre symboliste, il va falloir entrer dans le symbole. D'abord, vous voyez la douceur des mains posées sur le visage. Donc, l'homme pose les mains sur le visage de sa compagne. Mais ce que vous constatez, c'est que l'un comme l'autre sont absolument plats. Il n'y a pas d'effet de profondeur, on n'a pas d'effet de matière visible dans le travail de Klimt. On est dans un rapport à l'estampe japonaise. Car évidemment, nous sommes à la fin, ou plutôt au tout début du XXe siècle, et que l'estampe japonaise, qui ne représente pas la profondeur, est primordiale dans la peinture et dans l'art en général en Europe à cette époque-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vous le rappelle, ils portent tous deux une robe, vous le voyez, et vous constatez que ces motifs sont variables. C'est-à-dire que les motifs noirs, géométrique et rude, donc rectangulaire, de la robe de l'homme renvoie à la virilité, tandis que les motifs circulaires de la robe de la femme renvoient à la féminité et à la fécondité. Donc, il y a déjà ce symbole-ci qui est important. Je vous rappelle que l'arrière-plan doré renvoie tout simplement à l'idée d'éternité. Remarquez la couronne de laurier pour l'homme, la couronne de fleurs pour la femme, qui a fait dire à certains analystes récents qu'il s'agirait en vérité de la transposition par Klimt du baiser donné par Apollon à Daphné lorsqu'elle va se transformer en laurier. Pour ceux d'entre vous qui avaient suivi la présentation concernant Daphné, moi ça ne me convainc pas énormément pour une raison très simple, c'est que Daphné, c'est le laurier feuille, c'est celui qui reste vierge justement, puisqu'elle s'est refusée à Apollon, et donc elle ne fleurit pas en fait du tout. Donc je ne suis pas absolument convaincue de cela. En revanche, que le personnage soit identifié à Apollon, c'est possible, hein, mais, parce qu'il porte la couronne de laurier, justement. Mais il serait plus là comme principe créateur, créatif, et elle se représenterait probablement la floraison à travers la production d'œuvres d'art. D'ailleurs, cette floraison, regardez, on la retrouve ici, sous leurs genoux, sous leurs pieds, puisqu'ils sont dans un champ de fleurs, et que par ailleurs, en effet, les pieds de la femme semblent liés finalement à ce paysage ou à ce banc de fleurs, ce tapis de fleurs, puisque vous le voyez, il y a des éléments ici qui coulent presque de son manteau, de sa robe, vers le tapis de fleurs. C'est une possibilité, évidemment. Enfin, pour finir à propos de cette œuvre, je voulais vous replacer dans le contexte. Je vous rappelle que Klimt est à un moment de doute, hein, en 1907-1908, parce que les critiques sont assez virulentes à l'encontre de son programme, de son travail. C'est un problème, mais il expose ce baiser dans une exposition en 1910 qui s'intitule Kunstschau, donc spectacle ou présentation de peinture, qui est un échec financier pour lui, hein, dans lequel il expose ses œuvres et celles de Schiele. Et malgré l'échec financier, cette œuvre, le baiser, est acquise immédiatement par l'État autrichien qui considère avoir sous les yeux un trésor national. Donc, c'est vous dire qu'il peut y avoir des critiques, effectivement, mais dès que Klimt gomme finalement une forme plus virulente d'érotisme, parce que si c'est plus la tendresse, hein, qui prévaut, dès qu'il gomme l'érotisme sous-jacent à son travail, eh bien, il atteint à une forme d'art, un symbolisme qui fonctionne et qui plaît au plus grand nombre. Et on le sait, hein, cette œuvre-là est reproduite, c'est l'une des œuvres les plus reproduites au monde, bien évidemment.
Donc voilà pour ce beau baiser. Évidemment, j'aurais pu vous trouver beaucoup plus d'autres filiations. J'ai volontairement ignoré le Rodin, mais des baisers dans l'histoire de l'art, il y en a pléthore. Donc n'hésitez pas à regarder tout ceci. Pour la suite du programme avec moi, eh bien, il y aura mardi prochain, donc cette fois-ci, il n'y a pas 2 semaines, enfin 1 semaine d'interruption, un nouveau Soliflare. Je n'ai pas encore choisi sur quel sujet. Et puis, à partir du dimanche 8 novembre à 10h30, je commencerai le cycle sur les femmes. Donc, ce sera tous les dimanches entre le 8 novembre et le 6 décembre à 10h30. Quant au prochain Soliflare, là, il y aura un petit temps encore une fois, ce sera le 10 novembre, toujours à 11h. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'arrête l'enregistrement.